Lundi 9 décembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le dernier Grand Prix de la saison qui se déroulait à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du lundi pour une dernière fois, pas pour la saison, mais pour la dernière fois en analyse de Grand Prix. Il est avec nous aujourd'hui. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Il est aussi l'auteur de quelques chroniques sur la page Facebook du F1 Podcast, ses chroniques souvenirs notamment. Il nous a produit aussi sa plus récente sur la tournée d'adieu qu'on avait à Abu Dhabi pour les grands pilotes qui nous quittent et les pilotes qui vont changer d'écurie ou qui ont déjà changé d'écurie puisque le dernier Grand Prix a été disputé. Kevin Fontaine, comment ça va? Écoute, Martin, je suis nostalgique. Cette saison 2024 est déjà terminée. Saison historique, 24 Grands Oui, Prix. As-tu trouvé ça long? quand on est fan de Formule 1, on dirait qu'on trouve ça jamais long. Non, exactement, c'est ça. J'étais mitigé, moi, aujourd'hui. Je me suis dit, je pense que pour les pilotes, il était temps que ça finisse. Pour Ouais. certains partisans, peut-être aussi, tu sais, nous autres, même nous, là, il y a eu énormément de podcasts, ça a été long. On a Mhm. commencé ça au mois de mars. Le mois de mars, c'est rendu loin, là. On approche déjà la fin de l'année. Euh, mais en même temps, la dernière séance de Célib, je dis, ah, c'est la dernière séance de Célib. Ah, c'est la dernière séance de qualification. Ce matin, c'est le dernier Grand Prix. Donc, tu sais, ouais, moi, j'étais là comme, c'est long, 24 courses, mais la Mm. semaine prochaine, je vais m'ennuyer. Puis la semaine d'après, on va déjà commencer à regarder le calendrier puis à penser au mois de février, les lancements, puis au mois de mars, là. Donc, c'est ça. Comme je partage ton point, je pense que c'est jamais assez long. Effectivement, écoute, ça a été une très bonne saison, comme tu l'as mentionné, une saison historique, une saison où on a eu beaucoup de rebondissements, plusieurs vainqueurs différents. Donc, une saison que j'ai bien appréciée, une saison haute en couleur. Exactement. C'est venu un peu différer avec ce qu'on avait eu dans les dernières saisons. Pas qu'on n'avait pas Mhm. trouvé notre compte, parce qu'on l'a mentionné souvent par des conversations, que ce soit dans des podcasts, comme quoi que chaque saison a sa saveur. Puis c'est pas parce que quelqu'un domine tu sais, c'est sûr, pour le grand public, peut-être que c'est sûr que les rivalités, c'est toujours plus vendeur. Sauf que on le sait que dans un domaine aussi compétitif, que c'est pas rien d'arriver à dominer comme Verstappen l'avait fait la saison dernière, Mhm. comme Red Bull l'avait fait. Puis lorsqu'on a une saison comme celle-ci, avec une très grande parité, ben, je trouve que ça nous rappelle, ça nous remet un peu plus en perspective à quel point que hey, c'est pas évident de faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, là, parce que même quand tu as une bonne voiture, même quand tu es sur la bonne note, que tu as la main chanceuse avec tes améliorations, que tout ce que tu touches, tu sembles être capable de le convertir en performance, en gain sur le circuit, ben faut que tu livres la marchandise, faut que tu le remportes, ce Grand Prix-là. Et une erreur est si vite arrivée. Donc, je pense que ça nous l'a rappelé cette année, mais ça nous a rappelé à quel point que il y a du talent sur cette grille-là. Tu sais, Ouais. on était d'accord, là, c'était unanime dans un épisode entre deux courses, on en avait discuté, notamment avec toi et François Goulet, sur est-ce que la grille de 2025 va être supérieure à celle de 2024. Puis on était unanime les trois pour dire que oui. Mhm. Fait que déjà là, ça promet beaucoup de dire que cette grille-là qu'on vient de voir était déjà une grille très relevée. Puis là, de tes propres mots, puis j'étais d'accord aussi, on enlève un peu de bois mort pour l'an prochain, Mhm. puis on ajoute du talent frais, donc c'est supposé, pas nécessairement l'expérience, mais le talent va être plus relevé, là. Ouais, c'est ça. C'est toujours intéressant, en tout cas de mon point de vue, Martin, c'est toujours intéressant de voir des nouveaux pilotes arriver, de voir comment ils vont se démarquer, pas nécessairement de battre leurs coéquipiers d'entrée de jeu, parce que souvent, les jeunes pilotes peuvent faire affaire avec des vétérans. Et là, on s'entend que lorsque, par exemple, Gabriel Bortoleto, qui arrive en Formule 1 après avoir été sacré champion de Formule 2, arrive avec un coéquipier comme Nico Hülkenberg. Mais là, il faut faire attention, là. Il y a une grosse marge entre les deux et tout, mais on peut voir la progression du jeune pilote contre un vétéran qui est bien établi. Donc, de voir comment il va évoluer en temps et lieu. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Puis, on peut avoir des belles surprises en temps et lieu. Puis ça, c'est intéressant. Mais le dernier champion de Formule 2 qui a fait ses débuts en F1, c'est Oscar Piastri.
Pascal Mhm. Piastri est déjà rendu il a déjà un rôle principal, si on peut appeler ça comme ça en F1 présentement, là. C'est plus Ouais. c'est pas un figurant, c'est pas un personnage secondaire, c'est rendu un gars qu'on peut facilement mettre en tête d'affiche. Donc, ça nous montre déjà, est-ce que ça veut dire que Bortoletto va arriver avec le même impact? Chaque pilote, chaque histoire est différente. C'est toutes des. Puis Mhm. en plus, il commence pas dans une écurie de premier plan non plus. On se Mhm. comptera pas d'histoire, là. Commencer chez Stack F1, c'est un beau projet, sûrement d'en devenir, on l'espère, avec Audi, mais il reste quand même une saison de transition où on est un peu tiré en deux. On a Audi qui est pas encore tout à fait là, même si on prend les actions de l'entreprise, mais on a Sauber de l'autre côté qui est sur sa porte de sortie, puis qui est là qui n'a pas envie de faire des investissements nécessairement majeurs, qui est plus là pour collecter l'argent des commandites, là. Mhm. On pourra en parler de toute façon dans notre bilan de fin de saison qui va être disponible vendredi prochain pour les gens qui l'attendent, qui se posent la question. Vous allez pouvoir le voir. Donc, si vous nous suivez sur Spotify ou vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à le faire. Peu importe aussi sur la plateforme de podcast que vous utilisez, vous pouvez cliquer suivre. Puis normalement, il y a une petite cloche qui est assez visible. Ben, vous appuyez dessus, puis ça va vous donner une notification lorsque les nouveaux épisodes apparaissent. Donc, vous allez pouvoir voir le bilan apparaître. Ou sinon, si vous nous suivez sur Facebook, Instagram, X, Twitter, ben, on va vous l'informer. Bien sûr, on fait pas ça cachette. On va vous laisser savoir Mhm. que le nouvel épisode, le bilan de fin d'année va être disponible. Tu as touché un sujet que je voulais apporter avec toi. C'est justement ça, qui a été consacré champion en Formule 2. Je sais que tu te fais un malin plaisir. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, de regarder la jeunesse, les générations de demain en sport automobile. C'est sûr que on le sait, tu as deux jeunes enfants. Il y en a un troisième qui est à mi-chemin, qui s'en Mhm. vient. Ouais. Après, c'est sûr que le temps que tu as pour ça, tu essaies d'en le consacrer le plus possible, mais tu réussis à trouver quand même là, pour regarder de la Formule 2. Aujourd'hui, ben, on arrivait au dernier Grand Prix de l'année pour consacrer un champion. Il y avait seulement qu'un demi-point qui séparait. Deux espoirs à devenir pilote de F1 dans un avenir très rapproché, parce que Bortoletto, tu te disais, a déjà signé son contrat. Il sera là l'an prochain. Puis Adjar, on en parlait dans l'épisode de vendredi avec Jean-Christophe, il est très, très près, là. Il l'a pratiquement annoncé lui-même comme quoi qu'il serait probablement chez Racing Bulls la saison prochaine. Est-ce qu'il sera aux côtés de Lawson et Tsunoda? Ça reste à confirmer. Probablement plus tard que jamais, là, on va le savoir parce que ça va se régler probablement la semaine prochaine, toutes ces décisions-là. Mais qu'est-ce que tu as pensé là, de cette finale-là aujourd'hui, là? Oui, c'est ça. Ben, écoute, je te dirais que ça a été très serré jusqu'à la dernière manche entre Bortoleto et Adjar. Mais on s'attendait à une grosse lutte entre les deux, là. Puis ça a été coupé court dès la course principale. Adjar a eu un problème au départ, problème d'embrayage, là. Donc, il y a eu de la misère à s'élancer et ça a complètement ruiné sa course. Donc, Bortoleto n'en demandait pas tant pour ensuite s'élancer et filer vers une belle deuxième place au Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, il assure ce titre-là, titre de Formule 2 devant Isaac Hadjar. Les deux pilotes ont fait de belles performances tout au long de la saison, donc bravo à eux deux. Mais c'est ça, ça a été une belle saison. J'espère de tout cœur que Isaac Hadjar va trouver un siège en Formule 1. Il a démontré qu'il avait le talent, qu'il avait la vitesse aussi. Il était là en FP1, Martin, dans les essais, la première session d'essais libres au volant d'une Red Bull. Pas mauvais. C'est sûr que c'est une voiture qui est plus pointue parce que c'est la voiture de Max Verstappen aussi. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué pour le jeune homme. Mais quand même, il a réussi à prendre des notes. Il a réussi à se mettre dans le rythme et tout. Mais moi, j'espère de tout cœur. C'est un bon pilote. C'est un pilote talentueux. C'est un pilote qui a du cœur. C'est un pilote qui est très émotif aussi. Ça, c'est bon pour tout le monde qui aime ça, les pilotes avec le sang chaud, le sang bouillant. Adjar, c'en est un. Adjar, c'en est un. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le F1 TV. Vous allez voir, si vous écoutez les Grands Prix, ces conversations. C'est un pilote qui a du cœur et qui est émotif. Donc, j'aimerais ça le voir en Formule 1. Donc, bravo à Bortoletto, bravo à Adjar aussi, même s'il n'a pas remporté le championnat. Donc, c'est une belle saison qui s'est conclue en Formule 2. Est-ce que c'est une grosse perte pour McLaren de laisser partir Bortoletto? C'est sûr que présentement, on a deux pilotes très solides. Est-ce que tu vois que Mhm. Bortoletto, tu sais, on regarde Piastri, toujours pas signé passé 2026, si je me rappelle bien, son contrat finit début 2025. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait s'en mordre les doigts ou c'est c'est- c'est pas un talent générationnel
nécessairement. Je veux pas te forcer à te prononcer non plus. Des fois, c'est un peu tôt. Sauf que, au premier regard, est-ce que tu trouves que Bortoleto, on aurait dû essayer de tout faire pour le garder, ou c'est le genre de pilote qu'on peut en trouver d'autres par le pas d'ici ce temps-là, là? Ouais. Ben écoute, c'est une question un petit peu difficile à dire. On va voir ça en temps et lieu. Personnellement, Bortoleto a très bien fait. Il a un beau parcours, champion F3 et là, champion F2, qui suit les traces d'Oscar Piastri, soit dit en passant. Donc, moi, je te dirais, à titre personnel, je préfère Piastri, mais encore là, on n'a pas vu qu'est-ce que Bortoleto va nous apporter. On va le voir l'année prochaine. Est-ce qu'il va bien performer? On va lui souhaiter, bien évidemment. Euh, j'ai hâte de voir. Je ne veux pas me prononcer tout de suite dans son cas, mais je lui souhaite de tout cœur de réussir. Mais dans une écurie chez Static Sauber, qui est pas la force numéro un, ça va être difficile. On va s'entendre là-dessus, ça va être difficile. Et surtout face à un coéquipier déjà établi comme Nico Hülkenberg, il y aura fort à faire, Gabriel Bortoleto. Mais je me veux optimiste. Moi, je pense qu'il va pouvoir réussir à nous tirer des belles performances. Ouais, c'est ça. C'est pas un imposteur. Il est rendu là, de C'est ça. toute façon. Tu gagnes en Formule 2. On en a déjà discuté à plusieurs reprises. On trouvait ça de valeur que des gars, justement, comme Drogovic, pour cher, des gars qui ont Mhm. été consacrés champions, qui n'ont pas la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire à l'autre niveau. Là, c'est pas du tout le cas. On a un pilote qui reçoit sa promotion avant même d'être consacré champion dans la série inférieure. Et puis là, on a Adjar qui était prétendant au titre, qui lui aussi risque fort bien d'avoir sa promotion aussi. Donc, on est rendu ailleurs de ce côté-là. C'est un hasard, là. On a parlé de ça cette saison, on se demandait qu'est-ce que. Puis là, on dirait que je pense pas que c'est notre podcast qui a fait ça. J'ai pas des prétentions. Mais ça a comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui est débloqué, là, quelque part. C'est peut-être juste l'ouverture, le fait qu'on va avoir des nouvelles réglementations en 2026. Des fois, ça arrive comme ça. Il y a un transfert de pouvoir qui se fait. Il y a des pilotes qui sont prêts à quitter. Il y en a d'autres qui sont prêts à arriver. On l'avait vu, c'était en 2019, si je me rappelle bien, où on avait eu Albon qui avait monté en même temps que George Russell et Lando Mhm. Norris. Bien là, on Mhm. peut regarder ça. C'est encore une plus grosse cuvée qui arrive, mais que le champion et le vice-champion soient là la saison précédente, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant pour la F1. Puis je trouve ça intéressant pour la Formule 2 aussi, de montrer que c'est peut-être un peu plus sévère ce que je veux dire, mais qu'on n'est pas une ligue de garage, là. On est Mhm. encore une série de formations. On a encore du talent relevé, une compétition relevée. On est capable de préparer les vedettes de demain. Donc, ça vient monter l'intérêt pour les gens de dire, ah ben, j'ai peut-être du temps consacré à regarder la Formule 2. Je perds pas mon temps à faire ça parce que les pilotes qui sont là vont vraiment accéder à la F1 s'il se passe quelque chose. Lorsqu'on est quelques saisons sans où ce qu'on met probablement les pilotes aux oubliettes, là, ceux qui dominent finissent que sont des pilotes de réserve qui regardent leur coéquipier sur des téléviseurs plutôt que de performer ou qui viennent simplement des figurants en session de pratique parce qu'on est obligé par la Formule 1 de mettre une recrue au volant d'une monoplace à un certain moment dans la saison. Et à ce moment-là, des fois, ça vient faire pâlir un peu le calibre et le spectacle qu'on nous donne en Formule 2, là. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de voir Bortoleto monter. Je trouve ça le fun qu'il a gagné. C'est un pilote McLaren, on le disait. McLaren le laisse aller chez Stack. Il y a eu d'autres pilotes aussi cette saison en Formule 2, sans trop m'étirer là-dessus. Mais Antonelli, as-tu aimé sa fin de saison ou t'aurais aimé ça d'en voir un peu plus? Comment t'as trouvé sa fin de saison? Il s'est-tu réajusté? C'était un peu compliqué au départ, mais il fallait le dire aussi, Mhm. Prema, son écurie, éprouvait des difficultés, là. C'était la même chose pour Berman, son coéquipier. Ben, écoute, il n'était pas présent à Abu Dhabi, Kimi Antonelli, soit dit en passant. Il n'a pas roulé pour l'écurie Prema, donc il n'était pas là. Et la fin de semaine auparavant, au Qatar, il n'a pas inscrit de points. Donc, ça a été deux week-ends un peu aux oubliettes pour Antonelli, qui au final a terminé sixième du championnat de Formule 2. C'est sûr que c'est un gros talent, c'est un talent brut, c'est un pilote qui a fait ses preuves dans les catégories juniors. On va l'avoir à l'œil. C'est sûr et certain. Il doit remplacer une grosse pointure, on s'entend. C'est Lewis Hamilton, c'est pas n'importe qui. Mercedes lui fait confiance. Donc, j'ai hâte de voir de quel bois il va se chauffer l'année prochaine. Donc, attendons voir. C'est sûr qu'il y a des grandes attentes. Faut pas s'en cacher. Il y a des grandes attentes envers Antonelli et tout. Mais c'est ça. Ça a été peut-être une année un petit peu plus compliquée. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il remporte le championnat d'entrée de jeu? C'est sûr que quand on regarde le parcours junior d'Antonelli, certains vont se dire ben, c'est logique qu'il le fasse. Il y avait une bonne monoplace également.
Ça a été un petit peu plus compliqué pour l'écurie Préma cette saison, mais néanmoins, je trouve qu'il a quand même démontré de belles choses cette saison, malgré que je lui aurais, je trouve que ça n'aurait pas été de trop lui donner une autre saison pour se peaufiner, pour faire ses armes encore une fois, une saison supplémentaire. Je trouve que ça n'aurait pas été de trop. Non, c'est ça. Mais sixième à ta première année en compétition internationale, quand tu sors du régional, c'est pas la fin du monde non plus. Je comprends que Ouais. on a vu mieux par le passé, Mhm. mais je peux pas dire non plus que c'est catastrophique. Il a pas fini en fond de peloton. Il a pas fait tous les grands prix non plus. Fait que ça aussi, ça a un impact. Euh, ben, c'est ça, c'est ça. J'ai hâte de le voir l'année prochaine. Je pense qu'il faut pas le juger trop vite par le classement d'F2 parce qu'on a vu un gars justement comme Oliver Burman que des gens ont eu tendance à vouloir regarder son classement de Formule 2 puis dire, ah, il est pas prêt à monter. Mais à tous les fois qu'on l'a assis dans une monoplace en F1, il nous a montré qu'il était pas un imposteur, là. Berman était capable de répondre. C'est sûr que ça reste à voir sur long terme. On le voit avec Franco Colapinto, que c'est pas trois grands prix qui font nécessairement une saison. La constance, le calendrier qui pèse très, très lourd, c'est quelque chose à apprendre à composer avec ça. Mais quand même, puis tu mentionnais Hülkenberg, c'est quelqu'un qui est capable de faire des très bonnes compétitions à un jeune pilote, un Mhm. gars d'expérience, c'est un gars qui est très rapide. Puis Berman nous a montré qu'il était capable de se mesurer à Hülkenberg autant en qualification qu'en Grand Prix. Si c'était pas d'être à l'avant de lui, mais c'était d'être pas trop loin non plus. Fait que ça, c'était encourageant quand même. Là, on voit que c'est pas nécessairement le classement de la Formule 2 ne veut pas tout dire non plus, là. Parlant de Mhm. classement, ben, on a eu une séance de qualification en fin de semaine en F1 aussi parce qu'il fallait quand même décider l'ordre de la grille pour le dernier Grand Prix de la saison. Puis on a eu toute une séance de qualification, là. Vraiment, c'est une chose qui m'a fait regretter de dire hey, c'est plate que c'est le 24e Grand Prix parce que l'écart entre les monoplaces était tellement serré. On pouvait, tu sais, je sais que j'ai l'impression qu'on se répète, on dit ça depuis quelques Grands Prix, de dire ah, n'importe qui aurait pu avoir la pole. Ben, à un certain moment, c'est vrai là, que c'était tellement près. C'était pratiquement le dernier qui va passer la ligne d'arrivée, il va être capable de saisir la pole position. À un certain moment, on a pensé un peu que peut-être que Verstappen pourrait l'avoir. À un moment donné, les Mercedes, Hamilton, avec ce qu'on avait eu en pratique, les Ferrari, ben, il fallait pas les compter pour battus. Mais les Mhm. McLaren sont là aussi. Après ça, on avait, on avait eu Nico Hülkenberg, justement, qu'on mentionne depuis le début de Ouais. l'épisode, que Saaz, ben, là, ben, est-ce que c'était une réalité? Ben, on pouvait pas l'écarter de là. Fait que ça a été un très, très bon spectacle. Avant qu'on parle de tout ça, le sujet qui a retenu l'attention pendant toute la semaine, c'est George Russell versus Max Verstappen. Tu t'es pas prononcé là-dessus. Je sais un Mhm. peu ton opinion à travers tout ça. JC l'a fait vendredi. J'ai eu la chance de parler de ça. Premièrement, est-ce que tu trouves que c'est allé un peu trop loin ou c'est juste qu'on est rendu à la fin de la saison, il y a beaucoup d'émotions d'accumuler. Puis lorsque George Russell est rendu qu'il parle de 2021, même quand il était pas chez Mercedes, on voit que c'est vraiment une accumulation de plein de choses que ça faisait longtemps que ça durait, qu'il y avait quelque chose là. Comment tu trouves ça? C'est quoi ton opinion là-dessus? Il y a beaucoup d'émotions. On est en fin de saison, donc les pilotes sont fatigués. Il y a l'épuisement et tout. Les émotions sont à leur paroxysme. Donc, moi, je crois qu'on a été peut-être un peu loin là-dedans, évidemment. Ça donne un bon spectacle, par exemple. Ça pour les fans, ceux qui aiment ça, ça donne un super bon spectacle. Mais je trouve que ça a été un petit peu loin. Je trouve que ça a été un petit peu loin, là, à ce niveau-là. Ça a été drôle au souper des pilotes. Il y avait Verstappen qui était assis à une chaise et il y avait l'autre chaise à côté de lui et tous les pilotes étaient là, sauf George Russell qui est arrivé en dernier. Ils ont fait exprès de laisser une place juste aux côtés de Verstappen et George Russell a pris sa chaise. Est allé s'asseoir un petit peu plus loin aux côtés de son coéquipier Lewis Hamilton. Et donc, ça a fait un drôle de moment et tout. Mais finalement, je pense que ça s'est replacé là. Écoute, à un moment donné, faut arrêter ces guéguerres-là. Ouais, ben c'est sûr que du côté de Verstappen, ben, lui-même a été le premier à dire ben là, on est rendu à la fin de la saison, les vacances arrivent, tout ça. Fait que c'était comme rendu de passer à une autre étape. Ce qui était ironique dans tout ça, c'est que on débute les séances de qualification. Et puis le premier à bloquer quelqu'un, eh bien, c'est George Russell. George Russell qui nous a parlé toute la Là. semaine de comment les qualifications fonctionnent, de comment il faut se tasser, Mhm. qui a mis tout plein d'histoires là-dedans. Finalement, il gêne Liam Lawson en début pendant la Q1. Après ça, son explication était assez.
c'était quand même assez drôle son explication, de dire, ah, ben, je pouvais pas me tasser plus, parce que sinon j'aurais sorti des limites de la piste. Ouais, ben, les limites de la piste, t'as le droit d'y aller en autant que t'es pas dans un temps, là, puis t'étais pas en train Mhm. d'enregistrer un temps. On l'a vu avec Magnussen, qui lui, a été prêt à aller ramasser le Ballard, là, qui est sur le côté de la piste, qui a gêné finalement Lewis Hamilton à cause de ça. On va pouvoir en arriver là. Mais, pour les gens, là, on a reçu beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de commentaires. Pourquoi qu'on n'a pas pénalisé George Russell? Moi, j'ai trouvé ça ironique. J'ai trouvé ça pratiquement un peu. C'est ça. Je pense pas qu'il y a d'autres mots que de l'ironie là-dedans. Puis en plus, on le voyait que George le sentait dans sa défense au micro. Il faisait comme, ah, là, je pas vrai que c'est moi qui va se faire prendre le premier à être à bloquer Mhm. quelqu'un d'autre. Puis c'est que ça veut pas dire que c'est correct ce qu'il a fait. Sauf que comme Liam Lawson a survécu la Q1, tu sais, on parle de constance là, en F1. Tu sais, Mhm. moi, j'ai pas vu d'inconstance là-dedans. Parce que normalement, lorsque tu gênes quelqu'un puis que le pilote réussit quand même à sortir de la Q1, puis je dis pas que ça devrait fonctionner comme ça. Sauf qu'on nous a habitués, on parle de constance. La constance est qu'on punit la conséquence plus souvent que l'action, ou Mhm. surtout en Q1, Q2, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, est-ce que tu as vu un inconvénient à ça ou tu penses que c'est juste un peu l'explication que je viens de donner à ça, là? Ouais, je suis d'accord avec toi, Martin. C'est ça. Quand j'ai vu Lawson arriver assez rapidement là, dans le dernier virage, j'ai vu une Mercedes, j'ai fait Oh, palais, j'espère que c'est pas George Russell. Puis finalement, ben oui, c'était George Russell, finalement. Donc, je me suis dit, oh, on va peut-être se faire taper sur les doigts, Monsieur Russell, directeur de l'Association des pilotes. Finalement, non. Pas eu de sanction, rien. Donc, plus de peur que de mal, là. Mais c'est assez drôle de voir que on regarde la situation par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier à Lausanne et là, ce qui arrive à Abu Dhabi, Russell s'est quand même trouvé dans l'autre position cette fois-là. Donc, drôle de situation, mais au moins, comme tu as dit, Lawson a réussi à passer en Q2. Donc, on s'en est lavé les mains. Tout est beau, Madame la Marquise, comme on dit. Donc, voilà. Puis en plus, la différence qu'il y avait, c'est que c'était sur un tour rapide que Lawson était. Oui, ben Ce oui. que c'était pas le cas pour George Russell. George Russell Exact. était seulement dans un tour de préparation lorsqu'il a été. Mais on le dit, hein, la pénalité était parce que Verstappen roulait trop lentement. C'est pas pour avoir Mm, gêné un adversaire. mm, Mais au bout de la ligne, ça s'est transformé que c'est à cause de George Russell, là. Mais la raison première, c'est le delta qui avait pas été oui. respecté. J'aurais aimé ça voir une statistique sur à quel point le delta a été respecté tout au long du week-end, voir si les pilotes ont eu le message ou dans les directives de course, ce qu'on a demandé, on est allé avec le même règlement, tout ça, mais j'aurais aimé ça voir là, une statistique là-dessus sur à quel point que les pilotes, tu sais, parce qu'on n'a pas vu de notes, on n'a pas vu d'avertissement passer à cet Mhm. égard-là, mis à part Nico Hülkenberg, on peut en venir quasiment tout de suite là, à la fin de la qualification. Il signait sa meilleure qualif depuis le Grand Prix du 75e anniversaire. Qui avait lieu, de mémoire, c'était en 2020, ce Grand Prix-là. En tout cas, c'était sa meilleure qualification là, depuis ben, à vie là, qu'il avait. Il venait d'égaliser sa meilleure qualification, en tout cas en terminant quatrième. Finalement, on lui a enlevé parce que il a immobilisé, il a dépassé dans la ligne des puits. Ça aussi, j'ai eu des questions à cet endroit-là. Les gens demandent, ben, il me semble qu'on a le droit de dépasser dans la ligne des puits. C'est quoi qui se passe? C'est selon les directives de course. Donc, selon les Ouais. directives du directeur qui sont transmises aux écuries et aux pilotes avant chaque week-end. La raison pourquoi on modifie le règlement là, ben c'est très simple, c'est parce que c'est un tunnel. Puis oui, vous avez déjà vu Verstappen dépasser là dans d'autres saisons. Si on a modifié la directive de course, puis on a vu que s'il arrive une collision là, ben c'est un drapeau rouge, puis on vient de perdre énormément de temps parce que là, il faut Mm. aller chercher des voitures dans un tunnel, puis je suis même pas certain qu'on a l'outillage pour nécessairement défaire des voitures prises dans ce tunnel-là. Vous allez me dire que les autos resteront pas là, puis on va pas condamner le tunnel à vie, mais je parle de le faire dans un temps respectable là, pour qu'on reste à la télévision puis qu'on gâche pas le spectacle. Il faudrait pas qu'il y en ait une collision dans ce tunnel-là. Ce qu'on aimerait mieux pas en avoir. Puis c'est ça qu'on a voulu éviter avec les directives de course. Est-ce que tu as eu un problème envers la pénalité d'Hülkenberg? As-tu été surpris, toi, de ton côté? Déçu, comme tout le Euh, monde? ouais, ben déçu, oui, c'est sûr, parce que c'était un super résultat de la part de Hülkenberg. Mais c'est ça, comme tu as mentionné, Martin, avec les directives du directeur de course. C'est un endroit qui est très restreint, qui est très problématique. Donc, je trouve ça dommage, oui, mais en même temps, c'est comme ça, c'est la directive, donc il faut la respecter.
Hülkenberg, on sait qu'il est capable de faire des temps incroyables. C'est un pilote qui a une très belle rapidité en qualification. Je me rappelle aussi de son tour, Martin, à Montréal en 2023. Il avait signé le deuxième temps, mais il a été relégué cinquième. Oui. Il y a eu une pénalité de 3 places pour avoir roulé trop rapidement sous les drapeaux rouges. J'ai trouvé ça vraiment dommage à ce moment-là. Mais oui, encore une fois, Hülkenberg prouve qu'il fait du très beau travail en qualification. Donc, dommage que cet incident-là vienne gâcher sa superbe performance. Ouais. Ouais, en plus, il venait de positionner sa voiture devant celle de Max Verstappen. Ben oui. C'est pas rien, c'est la voiture c'est le pilote qui a remporté le dernier Grand Prix. C'est le champion du monde aussi, Mhm. on vous apprend rien. Donc, de trouver la Haas au moment où ce que on est supposé atteindre notre apogée. Normalement, si on se recule pas si loin que ça dans le passé, c'était normalement le moment où ce que Haas apportait des améliorations. Je sais pas pourquoi on faisait ça avant, là, tu te rappelleras, là. On modifiait Mhm. notre voiture au dernier Grand Prix de l'année, puis c'était à peu près au seul moment où on avait des modifications, puis l'année d'après, on arrivait, puis on disait, ah ouais, mais c'est pas encore notre bonne voiture, on n'est pas prêt. Là, ça a été tout le contraire, on a eu une évolution constante. On a sorti fort en début de saison, on a Mhm. réglé un problème qui a été souvent attitré à l'expérience de Nico Hülkenberg qu'on a réussi de tasser complètement ce fameux. Ben, on qualifiait la voiture AS comme une voiture de qualification seulement. Ça, c'est plus le cas, là. On est Mhm. capable de courser, on est autant qu'on est capable de se qualifier parce que c'est très important. On a besoin d'avoir les deux facteurs, sinon ça fonctionne pas en F1. Et ça, AS cette année. Donc là, on peut vraiment bâtir là-dessus. C'est vraiment positif ce qui arrive. Puis c'est de valeur qu'on perd Nico Hülkenberg. Je sais qu'on va aller chercher un gars comme Esteban Ocon. C'est un gars qui est aimé par beaucoup de fans de F1, beaucoup de nos auditeurs aussi. Je l'ai déjà dit. Pas mon pilote favori, sauf que c'est un pilote qui est extrêmement rapide. C'est un pilote qui est capable de nous montrer dans certaines conditions, justement comme on l'a vu au Brésil à la pluie, mais est-ce qu'il est capable d'apporter le même calme, la même expérience, la même vision technique pour développer la voiture, continuer ce que Hülkenberg a fait? Je le sais pas. Je suis pas prêt à m'aventurer là-dessus. Puis en même temps, je peux pas juste évaluer ce qui s'est passé chez Alpine parce que Ocon l'a déjà dit, on dit des affaires chez Alpine puis on nous écoute pas. Donc là, il va arriver dans une écurie avec Ayao Komatsu, ce qui connaît un directeur qui va vouloir l'aider. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais c'est sûr que Nico Hülkenberg, ça va être une perte pour l'écurie Haas parce que ce qu'il a fait en qualification cette année ou même pour aider à développer la voiture, je trouve que c'est remarquable. Oui, vraiment, c'est un pilote qui apporte une grande expérience à l'écurie. C'est un pilote qui est quand même assez constant là, dans ses performances. C'est un pilote qui, oui, n'a pas de podium encore à sa fiche, mais c'est un pilote qui est capable d'aller chercher des bons résultats. C'est un pilote oui, c'est sûr que ça va toujours rester, hein, cette fameuse statistique-là que Mhm. Nico Hülkenberg n'a pas encore cherché un podium. Nico Hülkenberg, lorsqu'il a une opportunité d'aller chercher un top 3, il n'y arrive pas, mais il est capable d'extraire plus souvent qu'autrement le maximum de sa voiture. Et ça, c'est important avec une écurie comme Haas, surtout quand tu as un autre pilote, sans rien enlever à Kevin Magnussen, qui n'est pas du même calibre que Hülkenberg. Parfois, Magnussen y arrive, mais pas aussi souvent qu'à son tour. Donc, Hülkenberg a vraiment réussi son retour en Formule 1. Il a démontré qu'il a sa place sur la grille. Et ça, Esteban Ocon, il a quand même des bonnes chaussures à remplacer. Il a du talent, Ocon. Comme tu l'as mentionné, c'est un bon pilote. Moi non plus, c'est peut-être pas nécessairement mon préféré, mais là, il a pris de l'expérience avec le temps. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'écurie Haas parce que là, maintenant, ça va être le pilote numéro 1, ça va être le pilote d'expérience. Oui, oui, c'est lui qui prend ce chapeau-là, puis c'est un travail de développement à faire. Mhm. As on donne cette liberté-là au pilote. On a justement, je le mentionnais, Komatsu, qui est un ingénieur, qui a travaillé aussi comme ingénieur de piste, ingénieur de pilote, donc il sait que c'est quoi travailler étroitement, prendre les rapports que ceux qui sont dans la voiture nous apportent, être capable de travailler sur ces améliorations-là, rendre son personnel plus confortable à travers tout ça. Donc, j'ai hâte de voir cette chimie-là, comment ça va s'installer. Puis on a les Berman aussi. De toute façon, ça, on va Mhm. pouvoir en parler dans le bilan puis toutes ces choses-là. Mais c'est ça, Nico Hülkenberg, je trouve qu'il a fait un excellent travail cette saison pour ça. Donc là, on le voit, il avait réussi à se faufiler là-dessus. Il y a aussi Pierre Gasly. Je vais juste Mhm. passer avant, le Louis Norris avait signé la pole, super belle performance. On se demandait, les McLaren étaient très fortes le vendredi. Les qualifications, c'était peut-être
On laissait penser qu'on ne serait pas capable d'aller chercher la pole. Même les commentaires de Zach Brown durant la séance semblaient un peu nerveux, se poser des questions. Finalement, au bon moment, lorsque c'était le temps, on a réussi à sortir les deux bons temps. Quand on regarde là, en une 22 595 pour Norris et une 22 804 pour Piastri. Ensuite, Sainz troisième, on n'avait pas le choix du côté de Ferrari. Si on se battait tout seul puisque Leclerc avait la pénalité de 10 places, puis il est arrivé quelque chose à Leclerc aussi qui est venu vraiment mettre en péril cette journée-là. Donc, quatrième, Hülkenberg, après ça, il a été relégué. Cinquième pour Verstappen. Gasly, sixième. Comme Gasly dit dans ses commentaires d'après-qualification, j'ai pris ça en note, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, ben, je suis derrière la voiture, derrière le pilote qui a gagné la course la semaine dernière, puis je suis devant celui qui avait la pole la semaine dernière. Donc, ça ne peut qu'être positif autant pour le pilote que pour l'écurie alpine de voir ça. Oui, c'est un très, très gros retournement de situation comparativement au début de la saison. Puis Pierre Gasly, c'est un pilote qui, lorsque la voiture peut effectuer des belles performances, Pierre Gasly, c'est un pilote à surveiller. C'est un pilote qui est rapide, c'est un pilote maintenant vétéran. C'est un pilote que j'aime voir en piste. Pierre Gasly, là, quand on lui donne une bonne voiture, il est capable de faire de très belles choses. Il nous l'a montré et il a encore démontré à Abu Dhabi que lorsqu'il a la bonne voiture, attention, il est rapide, il est présent, il sait mettre sa voiture au bon endroit dans les bons virages, extraire le maximum de sa Alpine et réussir à aller chercher un bon chrono. Donc, encore une fois, super performance de Pierre Gasly. Et si tu veux juste souligner en même temps, pendant qu'on est sur Pierre Gasly, Mhm. son record qu'il vient d'accomplir aussi cette Ben saison. oui, ben oui, Pierre Gasly est le premier pilote de l'histoire à ne pas causer de dommages à son écurie. Zéro pin barre. Incroyable. Ouais. Vraiment. C'est ça, c'est un accomplissement qui mérite d'être noté de son Ben côté. oui. Ensuite, George Russell, septième, huitième Mhm. pour Alonso. Alonso qui, on le sait, autant mentalement, physiquement, il est temps que ça se termine pour Aston Mhm. Martin la saison. Pas content, aimait pas la voiture, disait que c'était vraiment la pire voiture. Avait déjà fait savoir au Qatar que c'était inacceptable, que ça fait 2 ans que le problème est pareil dans les lignes droites. On est au courant du côté d'Aston Martin. On a Mhm. pris on a pris les décisions en compte en allant chercher notamment Adrian Newey qui va nous aider à développer la voiture de 2026, va arriver au premier trimestre de 2025. Donc, la voiture va déjà avoir été créée. Il va être un peu trop tard. Mais on a aussi tassé Dan Fellows au cours des dernières semaines. Donc, on va avoir nouveau directeur pour le côté aérodynamique. Donc, on est conscient que c'est le problème. Quand on voit aussi une écurie comme McLaren qui remporte le championnat des constructeurs avec un moteur Mercedes, quand on voit Mercedes qui est devant nous à plus de, on est rendu à 300 points d'écart, là. En tout cas, si on n'est pas là, on n'est pas loin, entre la quatrième place et la cinquième position. Donc, on comprend vite que le problème, là, ça vient pas du moteur, là, ça vient simplement de la coquille de la voiture, donc Mhm. ce qui comprend le châssis, mais surtout le volet aérodynamique qui est non négligeable. Ouais, c'est vraiment dommage de voir Aston Martin. On va en revenir dans le bilan, là, Martin, mais une très grosse désillusion cette saison d'Aston Martin comparativement, surtout au début de saison 2023 où ils ont été vraiment formidables. Alonso faisait des merveilles. Euh, on le voit, Alonso, irrité, fait la baboune, dans des commentaires qui sont de plus en plus acerbes. Quand Alonso n'est pas de bonne humeur, ça se ressent et l'équipe le ressent aussi. Oui. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est une spirale négative. Le pilote, oui, qui a un talent exceptionnel comme Fernando Alonso, mais quand ça ne fonctionne pas, ça donne des maux de tête à l'écurie et c'est pas bon, c'est pas un bon signe, puis c'est pas de bon augure. Autant son sourire peut être contagieux que quand il est pas content, c'est contagieux aussi. Fait que Mhm. Ouais. puis c'est la faute à Aston Martin. On avait, on avait Alonso dans une bonne position, puis on n'a pas réussi à le garder là. Puis c'est à nous de trouver des solutions pour le ramener dans cette position-là, parce que il n'y a pas juste du mal aussi d'Alonso. Il essaie d'être positif, il essaie de motiver l'équipe, mais c'est pas un gars qui est reconnu non plus pour mettre des gants blancs, là, à l'image de Mhm. Kimi Raikkonen, à l'image de Max Verstappen, à l'image de pas mal tous les champions du monde, là, dans l'histoire de la F1. C'est pas des gens qui vont mettre deux paires de gants blancs pour sont pas là pour se faire des amis, ils sont pas là pour protéger les Mhm. sentiments des autres, ils sont là pour donner leur juste. Puis Alonso en fait partie. Donc c'est sûr qu'à longue ça peut faire mal de toujours se faire donner leur juste, mais au bout de la ligne,
faut se regarder dans le miroir et voir ce qu'on peut faire du côté d'Aston Martin. Bottas, neuvième. C'est malheureux pour lui. Mhm. On arrive à la fin de saison. On Ouais. lui donne enfin une voiture où ce qui peut se rendre justice. On le dit souvent ici au F1 Podcast. Valtteri Bottas, c'est tout un pilote de qualification. Je me suis jamais caché. C'est pas un pilote que j'aime nécessairement en course. Je pense qu'il manque d'agressivité, défend pas nécessairement très bien ses positions, sauf qu'en qualification, il fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Il est très, très compétitif. On l'a vu, c'est un gars qui a 20 pôles en carrière, puis la majorité de ces 20 pôles-là, tous ces 20 pôles-là ont été contre Lewis Hamilton. Donc, c'est pas n'importe qui Valtteri Bottas en séance du samedi. Non, c'est ça. Puis ça a été. Moi, personnellement, j'ai adoré voir Bottas. Ben là, franchir la queue, là, on avait des améliorations chez Sauber en fin de semaine. Donc là, OK, parfait. Q1, OK, c'est beau, on passe en Q2. Et là, en Q2, oh, Q3, oh, palais, OK, c'est bon, parfait. Bottas, super travail et tout. Et son message radio qui était It's as fast as she goes, c'est aussi Ouais. vite qu'elle va. Donc, super beau moment typique de Valtteri Bottas qui est sur ses derniers milles en Formule 1. Donc, un beau moment pour Bottas. Moi, c'est vrai, c'est un super pilote en qualification, un pilote qui est capable de donner des très beaux tours. Comme tu as mentionné, Martin, c'est peut-être pas le meilleur pilote en course, c'est vrai, mais c'est un pilote qui nous a qui nous a quand même donné des beaux moments, qui était capable de réaliser de très belles performances, l'ami Valtteri. Ouais. Ensuite, ouais, ça c'est moins bon. Perez, dixième, mais à ce Mm. moment-là, dixième, Perez, on est rendu à un stade qu'on prend ça. Là. Au moins, on se dit, il est en Q, il se ramasse en Q3. Fait que pour nous autres, c'est qu'on célèbre quasiment ça. On est rendu là. C'est malheureux, mais c'est ça. Ensuite, je te passe ça rapidement. Pour le reste, Mhm. oui, Perez, dixième, Tsunoda, onzième. C'était pas mal la capacité de la voiture, je pense, Racing Bulls, là, à la porte du top 10. Mhm. Après ça, onzième douzième pour Lawson plutôt. Stroll, 13e, 14e pour Leclerc, s'est fait effacer un temps. Les limites de la piste, c'était assez compliqué sur un circuit comme Abu Dhabi. Encore une fois, une place où on place des grandes zones de dégagement. À ce moment-là, ben, ça donne des libertés aux pilotes. Les pilotes ont de la misère parfois à juger la distance ou sont moins forcés de la juger, puis à ce moment-là, ben, ils sont pénalisés. S'il y avait un bac à gravier là, ben, on ferait doublement attention. On l'a déjà parlé avec Jean-Christophe. Tu as déjà partagé cette opinion-là aussi. C'est quelque chose qu'on devra revoir. Je sais qu'il y a des coûts reliés à ça, mais n'empêche que ça ferait un meilleur spectacle. On l'a vu justement au Qatar la semaine d'avant, où ce que les pilotes pouvaient pas aller tricher. Puis ça faisait des beaux petits nuages de roches quand tu passais là, mais automatiquement tu deviens pénalisé. Donc il n'y a pas d'histoire de t'as dépassé la ligne ou tu l'as pas dépassé, comme on a vu Perez, là, que c'était limite, il a réussi à garder son temps parce que juste pour dire qu'un pneu touchait la ligne. Et on a aussi vu ça avec Verstappen, que dire, probablement la plus grosse récupération de la saison. Je t'ai envoyé un message tout de suite en direct, je t'ai dit ça, c'est un acrobate, là, c'était quelque chose, ça, là. Typique des rallyes Oui. que fait son papa Yoss. Ouais, ouais, il était vraiment de côté. En tout cas, Ouais, il était minuit moins une pour replacer le volant dans la bonne direction pour ne pas ouais, aller frapper le mur là, parce que c'était vraiment une voiture de côté. Puis en plus, il avait inscrit un temps compétitif à travers tout ça. ouais. C'était assez incroyable. Ensuite, Magnussen, je le disais, Albon 16e, 17e pour Guan Yu Zhou, 18e pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, on aurait voulu vraiment un meilleur scénario pour lui. Toto Wolff a été le premier à se prononcer là-dessus. Il était vraiment pas content. Oui, il y a eu l'histoire du fameux bollard, là. Je pense que ça se dit en Mhm. français, mais on peut, pour vous autres, un poteau, un cône, Ouais. pratiquement, là, qu'on met sur le bord. Ben ça s'est logé en toute sa voiture. C'est venu gêner son temps. Mais du côté de Toto Wolff, on voulait pas prendre ça comme excuse. On disait qu'on n'aurait pas dû l'envoyer en piste pendant qu'il y avait plein de trafic. Donc, on n'était vraiment pas content. Alors, on a pris nos responsabilités du côté de Mercedes. Fait que c'était à lui de faire bien en course, mais ça tombait à un mauvais moment puisqu'il y a eu des moments difficiles en qualification, mais là, c'est pas nécessairement de sa faute. C'est sûr que lorsque tu te retrouves vers la fin de la séance où tu n'as pas un temps compétitif, mais tu es à la merci des autres, sauf que il y a quand même un tort qui allait à son équipe. Colapinto, 19e et 20e pour Jack Doohan. Tu nous l'avais prédit. Tu as dit pas plus tard qu'il y a une semaine. Il sortira pas de la Q1 probablement, c'est ce qui est arrivé. Je ne dis pas que tu es content d'avoir raison, mais tu peux au moins nous dire que tu avais raison. Bon, pas être prophète de malheur, mais écoute, première qualification avec une voiture qui n'a pas d'évolution. Donc, ça allait être difficile pour l'ami Doohan, par exemple. Ouais, ouais, exactement. Bon, ben, c'est ce qui complète la séance de qualification qu'on a eu une très bonne séance avec vraiment, c'était relevé comme compétition. On peut maintenant passer au dernier Grand Prix de la saison qui avait lieu sur le circuit de Yas Marina.
C'était dimanche aux petites heures du matin pour le Québec. Petites heures du matin, bah, c'est questionnable pour moi. À 8 heures, qui avait lieu la 16e édition du Grand Prix d'Abu Dhabi. Déjà la 16e édition, j'en reviens pas. On en parlait déjà comme quoi on était surpris tous les deux de voir ça. C'était aussi le 24e rendez-vous de cette saison historique de 24 Grands Prix. Donc, comment as-tu trouvé ton Grand Prix d'Abu Dhabi? Si tu me permets, je vais commencer en disant, lorsqu'on pense à des endroits où on doit absolument penser à obliger les écuries à s'arrêter pour un minimum de 2 fois, Abu Dhabi vient sur la liste. J'avoue, j'avoue. Ce qui arrive, c'est que on commence l'épreuve, on pense déjà à ménager notre premier train de pneus pour, parce que si on le ménage pas, ben, on va embarquer sur le deuxième trop tôt, de façon Mhm. prématurée. Et si on embarque de façon prématurée, ben là, il y a des risques qu'on se rende pas jusqu'à la fin et on soit en péril, ou on soit à la merci de nos adversaires en fin d'épreuve. Donc, ce qui arrive, c'est que aussitôt qu'on fait le départ, on commence déjà à penser au deuxième train. Lorsqu'on embarque sur le deuxième train, ben, on pense à se rendre à la fin de la course et c'est quoi qui est au détriment de tout ça? Bien, c'est le spectacle et nous qui sommes réunis devant nos téléviseurs pour voir un Grand Prix. Donc, pour ma part, c'est quelque chose qu'on doit se pencher là, du côté de la Formule 1 pour les prochaines saisons, surtout pour des circuits comme ça. Ouais, puis aussi, Martin, on va s'entendre, on en avait déjà parlé auparavant. Abu Dhabi, c'est un circuit qui a coûté une fortune, c'est un circuit qui a coûté extrêmement cer, Plus mais d'un pour une milliard de dollars. finale, oui, exactement, mais pour une finale d'un championnat du monde, on peut-tu passer à un autre circuit? Ce qui est Ça, là, dommage, ouais. ouais, vas-y. Ben, ce qui est dommage de ça, là, la raison derrière ça, là, pour les gens qui sont pas au courant, c'est la logistique. C'est parce Mhm. qu'on veut faire les tests de fin d'année. On Ouais. s'entête à vouloir les faire là. On a déjà, là, des fois, on discutait là, comme ça, puis on parlait de Vegas. C'est un endroit peut-être pour faire une finale à cause de l'endroit des affaires, sauf que le circuit est démantelé après. À Abu Dhabi, on Mhm. peut rester là pendant toute la semaine prochaine, faire des tests de pneus Pirelli et tout ça. Puis la température nous permet d'être capable de réaliser nos programmes, nos journées de tests sans être gênés. Pas de pluie normalement, pas d'ouragan, il y a pas rien d'autre de ça. C'est la seule raison pourquoi que on aime aller ben, il y en a peut-être d'autres, là, il y a l'argent et ces affaires-là. Sauf que c'est une des raisons pourquoi qu'on garde ça pour la fin de l'année. Mais je suis d'accord avec toi. Toi, tu avais nommé, puis je t'ai posé la question après le Grand Prix d'Interlagos là, à Sao Paulo, comme quoi c'était la meilleure place Mhm. pour tenir une finale. Là. Ouais, effectivement. C'est vraiment le Grand Prix pour moi qui pourrait conclure du mieux possible une saison de Formule 1. C'est le Grand Prix de Sao Paulo à Interlagos. Euh, à Abu Dhabi, on voit ce qu'on a. Je me souviens pas avoir vu des courses. On peut oublier le final dantesque du dernier tour de 2021, mais on n'a pas eu des Grands Prix extrêmement mémorable. On s'est dit, hey, wow, quel Grand Prix d'Abu Dhabi. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans tout mon historique de Formule 1, de me dire, ce Grand Prix-là, à Yas Marina, je me suis régalé. C'est rare que c'est arrivé. Non, puis même comme tu mentionnes 2021, pour beaucoup de monde, c'est un cauchemar. Mais le Grand Prix, à aller jusqu'à temps que Nicolas, ben, les premiers tours, puis Mhm. après ça, à aller jusqu'à ce que Nicolas Latifi perd le contrôle après avoir tenté un dépassement sur Mick Schumacher, il se passait pas grand-chose là, non plus. C'est Là. ça. C'était encore une course de protection de pneus. Mhm. Fait que c'est ça, c'est un peu. Moi, j'aime beaucoup le côté stratégique. Ok, fait que c'est pas parce que j'aime pas la stratégie dans une course, sauf que je trouve ça, je trouve ça de valeur lorsque tout le monde fait juste protéger. C'est ça qui est plate parce que on l'a vu, Carlos Sainz, c'est probablement je dis le seul, mais un des seuls pilotes qui a forcé beaucoup. Puis s'il en a payé la note, il en a payé la note cash en fin d'épreuve, ou ce que si ça n'avait pas été que c'était son coéquipier derrière, puis que Charles Leclerc s'est lancé très très loin sur la grille, ben il aurait été à la merci d'un adversaire Sainz en fin d'épreuve parce qu'il Mhm. restait plus de pneus. Il en restait plus pour aller chercher Norris, puis il en restait même plus pour se défendre. Il pouvait juste rester protéger statu quo, là, protéger son rythme, puis espérer de survivre jusqu'à la fin. C'était ça, c'était sa seule option, ça, ou ressortir, mettre des gommes tendres, puis essayer de revenir, de remonter le peloton. Déjà là, ça aurait été intéressant, mais on voulait pas se permettre de ça parce qu'il y avait un championnat en jeu. Mais c'est ça le problème. On a vu le bel exemple là, de dire aussitôt que
tu déroges un peu parce que tu fais un arrêt sur deux trains de pneus pour 58 tours. C'est problématique. Ça fait que les pilotes sont pas à fond. Puis lorsqu'ils sont pas à fond, ben, c'est pas intéressant. C'est moins Effectivement, intéressant. puis Moins intéressant. ouais, c'est ça, effectivement, c'est vrai, c'est beaucoup moins intéressant. Et dans tout ça, ben, on avait une lutte au championnat qu'il fallait conclure. Et donc, c'est sûr que Sainz ne pouvait pas se permettre de faire un arrêt et tout avec l'écart qu'il avait pour se dire, OK, ben là, je vais chausser un autre type de pneu pour aller chercher le meilleur tour, par exemple, avec des pneus tendres et tout. Donc, fallait faire très attention aussi. Et comme tu as mentionné, ben, c'est Leclerc qui était juste en arrière, donc il était quand même protégé d'une certaine façon parce que si c'était Russell ou Hamilton, ben, on n'aurait pas eu le même discours, ça n'aurait pas été du tout la même stratégie là, du côté de Sainz. Puis Sainz qui prouve encore une fois que bien malgré tout, ben, c'est quand même un très bon gestionnaire de pneus à ce niveau-là. Donc, rendu là, on va y aller à tout seigneur, tout honneur avec le grand vainqueur et les nouveaux champions constructeurs, Lando Norris, qui remporte sa quatrième victoire en carrière, le même nombre qu'un certain Bruce McLaren. Et c'est pas pour rien que McLaren est officiellement champion constructeur de cette belle saison 2024. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est on a eu des discussions, je l'ai mentionné depuis le début du F1 podcast, où on a lancé euh, le podcast à un moment où ce que McLaren traversait des moments difficiles. Puis je sais pas combien de fois j'ai prononcé le fait que c'était dommage et qu'on voulait voir une grande écurie avec une histoire qui est très, ben, on peut dire la plus près de celle de Ferrari, Ferrari qui est incontestable. Mais McLaren n'avait pas sa place en fond de peloton, tout comme Williams. Puis je Mhm. trouve que c'est vraiment un bel exemple pour justement Williams de voir que tu peux changer un navire de côté. Il suffit de mettre les bonnes personnes. Je pense que James Vaz va avoir besoin d'aide là, parce que c'est quand même le Zach Brown qui est l'architecte de McLaren derrière ça, qui a été en charge de la grande rénovation. Ensuite, a ajouté des personnes clés comme Andrea Stella, a pas eu peur d'enlever des gens qui ne fonctionnaient pas nécessairement avec la vision ou que les résultats n'étaient pas nécessairement là. A eu la chance, a eu le flair de voir une lacune dans un contrat avec Alpine pour leur soutirer un talent incroyable en Oscar Piastri. A cru en Lando Norris au tournant là, de la fameuse époque Honda, l'époque Renault où ce que la motorisation n'était pas bonne, ramener les couleurs orange papaye, ensuite signe un jeune talent en Lando Norris, fait confiance, il le met derrière le volant jeune. Puis tout ça, ben, ça a payé. Ça aurait pu payer plus parce que il y a toujours le petit astérix qui va rester de dire vous avez gagné le championnat des constructeurs, mais vos pilotes il n'y a pas aucun de vos pilotes qui a gagné le championnat des pilotes présentement. Sauf que on y va construire étape par étape. On dit là, l'expression comment qu'on mange un éléphant, ben, c'est une tranche à la fois. Ben, c'est ce qu'on vient de faire. Là. On vient de manger la première tranche de l'éléphant ou peut-être la cinquième, là, puis on continue de s'en aller vers ça puis de bâtir là-dessus. Content pour eux de les voir là. Content aussi, comme je le dis, de montrer que tu peux être loin sur la grille avec la nouvelle réglementation, avec le partage, avec la location en temps de développement. Si tu as les bonnes personnes aux bonnes places, tu le dis souvent, toi, dans la bonne chaise, ben, Mhm. il y a manière de retourner un navire de côté. C'est ce que McLaren a fait la démonstration que le navire a complètement changé de côté. Oui, c'est ça. Et quand on mange un éléphant, ben, on se trompe pas pour faire un mauvais jeu de mots. Oui, non, Euh, on se trompe pas. également, ouais. Alors, on finit la Puis, saison là-dessus. Merci. Bonne c'est journée. ça. Puis McLaren, à ce niveau-là, ben écoute, c'est quand même impressionnant, Martin. C'est le premier titre depuis 1998. Ça, c'est Ça fait incroyable. tellement longtemps. Écoute, T'étais j'ai où en commencé à suivre la 98? Formule 1. Ben oui, je commençais à suivre la Formule 1 dans ces années-là. Puis, Ouais. je veux-tu savoir une statistique qui m'a fait encore plus sursauter? En 1998, les deux pilotes, Norris et Piastri, n'étaient même pas nés. C'est incroyable. Moi, C'est j'étais, quand même. en 1998, j'étais à l'école primaire. C'est, Ouais, c'est- Mika Hakkinen, ouais. qui était là. Adrian Newey, qui était qui avait fait 98, oui. qui avait fait la voiture. Tu sais, Ouais. c'est loin, là, Ouais. 1998. Même si ça peut sembler très près, là, ça vieillit en même temps. Quand on regarde, on s'en rappelle comme si c'était hier. Ces voitures-là qui étaient probablement... Ben, moi, c'est une de mes plus belles livrées dans l'histoire de la Formule 1, là. La Mhm. McLaren grise avec le logo. Puis on n'avait plus le droit de mettre, à un certain moment, on n'avait plus le droit de mettre les commanditaires, le West, puis tout ça. Puis là, des fois, on écrivait Mika sur le côté de la voiture. Mhm. Puis
David, on jouait avec les noms et tout ça, avec les mêmes logos. Donc, moi, ces voitures-là, je les trouvais incroyables. C'était des moteurs Mercedes à cette époque-là Mhm. aussi. Donc, ça fait vraiment longtemps, là. On se battait contre Michael Schumacher notamment. Donc, en 98, si j'ai bien compris la statistique, c'est le plus gros écart entre championnats pour une écurie, hein. C'est sûr qu'il y en a qui ont disparu, là, donc il y en a que ça fait 30 ans qui n'ont rien gagné. Mais je veux dire, pour une écurie qui reste en F1 et qui n'a jamais disparu, attendre ses 27 ans ou 26 ans pour en gagner un autre, je pense que c'est le plus gros écart dans l'histoire. C'est effectivement, c'est quand même des très, très gros écarts dans l'histoire de la Formule 1. Puis si jamais Williams gagne dans les prochaines années, ben là, on va tomber à 97, de 1997, le titre de Villeneuve avec Williams. Donc, on va leur, on va leur souhaiter. On leur Ouais, souhaite tout ça le serait, succès possible ça serait à tout un l'écurie revirement, ça. Williams. Tout un revirement, effectivement. Et Ferrari, qui n'a pas gagné de championnat depuis 2008. Passé proche. Passé proche. Il en manquait pas gros, mais une petite affaire. Donc, le titre de Ferrari devra attendre au moins jusqu'à l'année prochaine. Puis la dernière fois, c'était que Ferrari l'avait gagné, ben, il avait échappé à McLaren aussi, le championnat des constructeurs. En 2008, ouais, face à Mm. Lewis Hamilton qui avait C'est ça. battu Felipe Donc, Massa. Donc, c'est arrivé là, c'est de l'autre côté, là. C'est comme une vengeance qu'on a eue. Ouais. Qu'il a fallu attendre pour l'avoir. Ben, vraiment content. Félicitations pour eux. Félicitations aux deux pilotes. Félicitations à Lando Norris que autant qu'on a pu y étiqueter de temps en temps le fait qu'il ne réussit pas à répondre des grosses occasions, ben là, c'est tombé rapidement entre ses mains, hein, le sort de Mhm. l'écurie à cause du premier virage, incident. On peut dire accident, incident, pénalité, en tout cas, comme vous voulez l'appeler. Il y en a qui se sont insurgés. Je pense qu'ils se sont insurgés plus qu'il fallait, là. Il y en a qui étaient vraiment outrés de ce qui s'est passé. Moi, pour moi, ça restait très, très près d'un incident de course. Qu'on ait puni Verstappen au départ pour le premier virage, je comprends. Autant que je peux Mhm. comprendre, autant que si on avait donné incident de course, je pense qu'il y avait façon de l'expliquer pourquoi ça en était un. Mhm. Au bout de la ligne, on revient avec le livre de règlement. On reste dans la même trajectoire, comment qu'on l'explique. Le point de corde appartenait à Oscar Piastri. Sans aucun doute, c'était son Ouais. virage. Est-ce qu'il a ouvert la porte à ce que quelqu'un ait des idées de placer sa voiture à l'intérieur? Ben oui, il est coupable de ça. Si on a une responsabilité à donner à Oscar Piastri, c'est celle-là. C'est le fait que tu ne donnes pas d'invitation comme ça à un pilote, encore moins à un quadruple champion du monde, encore moins à un dénommé Max Verstappen. Si, si vous ne le savez pas, ben, il a fait la démonstration tout au long de sa carrière depuis qu'il est en go-kart, puis il le fait pendant les 24 Grands Prix cette saison que ça y en prend pas beaucoup plus que ça pour avoir des idées, avoir c'est ça, d'avoir des projets là, que lorsqu'on y offre une porte comme ça. Euh, Mhm. j'ai été surpris. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'était une erreur de Piastri d'ouvrir la porte? Puis je vais le défendre parce qu'Oscar Piastri, c'est un très, très bon pilote. C'est un excellent pilote. Puis je me suis dit, comment tu peux, comme je mentionne, après 24 Grands Prix, tu connais Verstappen, ça fait 2 ans que tu es en F1, sa réputation est faite. Comment tu fais pour lui ouvrir la porte comme ça? C'est pas dans l'ADN d'un Oscar Piastri de faire ça. Oscar Piastri est un pilote beaucoup plus intelligent. Il savait qu'il pouvait pas faire ouvrir la porte comme ça. La raison, c'est que son ADN de pilote a été un peu trompé aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas le droit d'attaquer son coéquipier, Lando Norris, dans un départ standard. Lorsque l'instinct d'un pilote est appelé, il aurait probablement choisi l'intérieur puisque Lando Norris avait choisi l'extérieur, avait choisi d'aller complètement à droite pour négocier le virage à gauche. Donc, à ce moment-là, Piastri aurait probablement positionné sa voiture à l'intérieur. Il ne pouvait pas le faire. Il ne voulait pas gêner. C'était le mot qu'on s'est donné, le mot Mhm. d'ordre. Il ne voulait pas gêner son coéquipier. Donc, il a Ouais. décidé de se ranger très tôt derrière lui pour suivre la même trajectoire de course. Et puis, Verstappen, troisième, ben lui, il va se dire, ben moi, je ne suivrai pas la même trajectoire que les deux autres parce que ça n'en prend pas beaucoup pour savoir que si tu suis la même trajectoire que les deux pilotes en avant, ben, tu vas sortir troisième, tu n'en gagneras pas de position. Il avait déjà gagné une position sur Saints, a vu cette belle opportunité-là, donc il a plongé à l'intérieur. Les conséquences sont arrivées qu'il a accroché Piastri, Piastri a refermé sur lui, Verstappen a monté sur le vibreur, ça l'a déporté, il y a eu un sous-virage, ça l'a déporté vers la voiture d'Oscar Piastri, puis il y a eu collision. C'est des Mhm. choses qu'on voit. Pour moi, ça fait partie de la course, c'est pas une tragédie là, qu'on a vue, là. Non, c'est sûr, c'est pas une tragédie, mais c'est quand même, je dirais, dommage parce que ben,
ça l'a ruiné la course de Piastri. Est-ce qu'on aurait fini avec un doublé McLaren? Peut-être, qui sait, on ne saura jamais la fin de l'histoire et tout. Ça a donné du piment, par exemple, pour la fin de la course, finalement, au final avec les Ferrari. Mais bon, c'est sûr que j'ai trouvé Verstappen peut-être un petit peu opportuniste, mais comme tu dis, Martin, quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Verstappen Ouais. n'a pas été fou. Il est arrivé, puis OK, tout, on s'en va là. Mais quand je l'ai vu en direct à la télé, j'ai vu l'écart, le gap se refermer. Et là, j'ai fait, oh, ça va peut-être s'accrocher. Puis une fraction de seconde après, les deux sont partis en toupie. Donc, ça a été vite. C'est tellement rapide, c'est une fraction de seconde pour prendre une décision. Finalement, les deux, comme je le mentionne souvent, l'ont payé cash. Donc, voilà, s'ils sont partis en toupie et tout, ça a ruiné leur course, probablement plus à celle de Piastri qu'à celle de Verstappen. Mais c'est ça. Piastri a quand même, mine de rien, fait une belle remontée pour assurer le titre constructeur. Ouais, puis ça m'a surpris de Oscar Piastri parce que j'ai de la misère à croire que dans la réunion préparation d'avant-course, on l'a pas pris en considération que Verstappen était là parce que tu sais j'ai eu la conversation avec des amis qui me posaient des questions sur le Grand Prix. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va arriver? C'est le Grand Prix de la saison. Puis je- j'ai eu pris la peine de mentionner Verstappen est là puis il n'y a rien à perdre. Mhm. Donc, il va être dangereux, pas dangereux dans le sens qu'il va essayer de sortir des gens ou essayer de régler des comptes, parce que ça, je crois pas à ça, là. Le monde qui pense qu'il aurait pu avoir, que ça pourrait être primitif, ces choses-là. Tu sais, c'est pas comme un comportement qui sort de l'ordinaire de Verstappen d'avoir essayé de gagner une position. C'est pas mal Non. l'ADN de Max Verstappen puis l'ADN d'un pilote automobile. Puis, tu sais, je veux pas, je sais qu'il y a la série de Senna qui roule présentement, puis on a la chance de l'écouter, puis ça nous replonge dans le passé. Puis, tu sais, je le mentionnais à Jean-Christophe pas plus tard que vendredi, que j'ai eu énormément de difficultés en la regardant la série de pas faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais la bonne vieille phrase d'Ayrton Senna, la journée que tu arrêtes d'aller pour un gap, pour un espace, ben, t'es plus un pilote Mhm. automobile. Mais c'est sûr, tu deviens pas quadruple champion du monde en laissant des opportunités se refermer. Et lui, il l'a vu. Après ça, ben, nous, assis dans notre salon, le matin, en mangeant nos œufs bacon, c'est facile de dire, ben, il fallait pas qu'il y aille, il aurait pas dû y aller, mais en même temps, ça se passe en une fraction de seconde. L'autre côté, ce que j'ai trouvé spécial, c'est qu'Oscar Piastri, je sais pas s'il l'a pas vu, mais il a été très agressif dans sa façon de fermer l'espace. Puis lui, c'était un risque qui était peut-être pas il pouvait pas vraiment se le permettre. Parce que là, tout est beau, tout est bien, ça a bien fini. Sauf que il a mis son écurie sur un stress. Puis je dis il a Mhm. mis parce que laisser passer Verstappen, c'était pas Sainz qui était là. C'était Verstappen. Verstappen a gagné le championnat des pilotes. Ça n'enlevait rien à Piastri de le laisser passer. Puis encore là, je dis pas que c'est dans l'ADN, il faut laisser passer des gens ou quoi que ce soit, sauf que le risque qu'il a pris en étant agressif dans sa fermeture du point de corde, bien, ça a mis son écurie dans une drôle de situation. Finalement, ils ont gagné le championnat. Mais s'il avait fallu que la voiture de Norris lâche, que Norris fasse une erreur, quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, c'est Ferrari qui aurait été consacré champion. Ouais. Puis aussi, Martin, il ne faut pas oublier qu'à Abu Dhabi, on a quand même deux bonnes lignes droites Oui. arrière pour se rattraper. Donc, si Piastri aurait se serait fait passer par Verstappen, il aurait eu la chance, il aurait eu l'opportunité. Et l'inverse est là aussi. Si Verstappen aurait dit OK, c'est bon, je laisse la place à Piastri, c'est beau, je continue, j'ai peut-être une chance d'aller le rattraper s'il fait une mauvaise sortie de virage par la suite pour aller le rattraper. L'inverse est vrai dans les deux cas. Donc, c'est vrai que ça joue beaucoup par la suite. Et petite statistique intéressante sur Oscar Piastri, Martin, tu n'es pas sans savoir que Piastri a réussi à terminer tous les tours de cette saison. Tous les tours de la saison, il a réussi à les terminer. Puis il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la Formule 1 qui ont réussi à faire ça. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, puis Max Verstappen. Wow. Pas des deux de pique, là. Non. Des champions du monde. Donc sur ça, il faut dire un gros bravo à Oscar Piastri qui a fait une très belle saison. Moi, je me doutais je me doutais que Piastri était capable de nous faire une bonne saison, mais de nous démontrer à quel point il est bon, à quel point il s'est amélioré et qu'il va encore s'améliorer. Chapeau. Ouais.
Mais encore, même ce qui s'est passé, puis là, faut le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être manqué ça, Verstappen s'est excusé à Piastri, Oui, pas pour avoir aussi. essayé, mais pour avoir raté. C'est C'est bon. plus pour ça. Il s'est excusé. Je pense que si ça reproduit, il l'essaye encore, mais il dit, pour cette fois-là, je vais essayer de le faire pour réussir mon dépassement, d'avoir raté son coup. En tout cas, fait qu'il s'est excusé à Piastri, faut le dire. Puis oui, Oscar qui a mentionné, il dit, oh, wow, technique d'un champion du monde. Mais j'ai trouvé que c'était, oui, c'est justement, oui, Oscar, c'est ça un champion du monde. Mais si tu décides de prendre l'extérieur dans le premier virage par propre choix, il y a des grosses chances qu'il va se mettre à l'intérieur. Donc, tu viens de prendre ça. Puis ça, c'est toute de l'expérience pour l'an prochain parce que il pourrait très bien être impliqué dans une bagarre directe avec Verstappen pour le titre. Je pense pas que c'est une trop grosse énoncée de s'avancer là. On le voit une progression constante. Puis quand je dis constante, c'est des gros pas dans l'avant, là. Il monte des grosses marches à la fois, Oscar Piastri. On disait que son défaut l'an dernier, c'était de ménager ses pneus sur un Grand Prix. Il a retravaillé ça. Ça va continuer de s'améliorer l'an prochain. Donc, tout ça, là, il force aussi Lando Norris à aller chercher des cordes de plus. Norris, là, s'il pensait que sa progression en F1 était terminée, que ça faisait 6 saisons environ qu'il est là déjà, qu'il avait tout vu, puis qu'il avait battu Daniel Ricciardo, puis que maintenant il était prêt à juste devenir champion, ben, il s'est rendu compte que c'est pas le cas du tout, là. Non seulement il doit se méfier de son coéquipier, mais il doit aussi se méfier de ses adversaires parce que c'est pas simplement d'avoir, tu sais, ça n'était un, ça, comme George Russell qui mentionnait, bah, tout le monde peut gagner avec une voiture rapide. Ben non, Lando, là, tu l'as vu. Faut que tu livres les résultats, faut que tu livres la marchandise. Course après course, séance après séance, qualification après qualification, faut que tu sois capable d'être à la hauteur de ce que l'écurie t'a fourni entre les mains. Puis ça va être intéressant de voir. Il l'a mentionné, l'an prochain, c'est mon titre. On pourra en parler un peu plus dans le bilan, là, parce que je Mhm. pense que ça va faire partie de ça. Mais en tout cas, ça va être intéressant à voir juste ce qui va se passer à l'intérieur de l'équipe aussi. Donc, tu le disais, Sainz termine deuxième à cause de tout ça. Ouais. On met un point de stress sur l'écurie McLaren jusqu'à la fin avec Leclerc qui fait une remontée incroyable de la part de Charles Leclerc quand Ouais. même là, de finir troisième ce Grand Prix-là qui était son résultat était grandement compromis avec non seulement la pénalité de 10 places, son temps effacé en qualification qu'il avait relégué à la fin de la grille. Donc, belle Mhm. performance. C'est malheureux pour Ferrari. Quelques petites décisions différentes dans la saison auraient probablement fait qu'il serait champion présentement. C'est la même chose pour McLaren. On peut le dire aussi que si McLaren avait mieux pris les décisions au cours de la saison, ça se serait pas joué au dernier Grand Prix. Mais en même temps, c'est nous autres qui récoltent le grand bonheur de ça, d'avoir eu à regarder 58 tours pour voir qui serait consacré champion constructeur. Ouais, vraiment, toute une performance de Leclerc qui a connu un super premier tour et tout. Une belle remontée propre. Un pilote je trouve, Martin, est de plus en plus intéressant à suivre. Puis j'ai hâte de voir ça en 2025 aux côtés de Lewis Hamilton, de voir comment il va gérer Leclerc, avoir un septuple champion du monde à ses côtés. C'est beau, Carlos Sainz. Sainz est un très bon pilote. Mais là, on s'en va dans une autre dimension. On Mais s'en va les dans une autre meilleurs. dimension et Vas-y, excuse-moi, vas-y. OK. Ben, c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se dérouler, de voir comment va se faire l'adaptation de Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que Leclerc va être va mettre son pied à terre plus souvent qu'autrement parce que c'est pas n'importe qui est à côté de toi, là. C'est Non. Lewis Hamilton, là. Donc, faut que tu sortes faut que tu sortes les griffes, faut que tu te dises, c'est mon territoire, c'est ma maison, c'est mon environnement, c'est moi, c'est il predestinato, comme ils l'appellent les Italiens, là. Donc, c'est chez moi. Il va falloir que tu fasses avec Lewis. Mais Hamilton, c'est sûr qu'il va dire non, c'est moi qui arrive ici, puis je veux faire mes preuves, je veux être là pour un huitième championnat. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Leclerc va faire parce il nous a fait une très belle saison 2024. Parce que les guerres psychologiques en F1, c'est omniprésent. Puis Oui. Lewis Hamilton ne déroge pas de ça. Nico Rosberg est le premier témoin là-dessus. Ils étaient des amis Mm. très près. Lewis Hamilton, c'est certain qu'ils vont installer des petites choses psychologiques pour être dans la tête de Leclerc, pour mettre son équipe à sa main aussi, d'être sûr qu'il a une main mise sur Ferrari, qu'ils sont autour de lui autant qu'ils sont autour de Leclerc ou même peut-être un peu plus. Donc tout ça, là, il va travailler là-dessus, c'est certain. Donc Charles Leclerc, ça va être à lui, tu le dis bien, mettre son pied à terre. Ce qu'on a comme comparatif, c'est qu'il avait très bien répondu contre un quadruple champion du monde en Sébastien Vettel. Mhm. Puis Charles Leclerc était beaucoup moins expérimenté à ce moment-là. Puis j'ai trouvé que c'était peut-être la naïveté à cette époque-là, mais je trouve que Leclerc nous avait donné probablement ses meilleurs moments à F1.
peut-être pas sur des résultats complets, sur les statistiques, ces choses-là, mais des dépassements, de l'agressivité, se présenter à chaque Grand Prix, des bonnes séances de qualification, il en fait encore. Mais je l'avais trouvé très, très bon contre Sébastien Vettel. Il avait jamais semblé impressionné, il avait semblé plus motivé. C'est ce qui me laisse croire qu'il pourrait très bien répondre à avoir Lewis Hamilton à ses côtés l'an prochain. On pourrait voir justement Charles Leclerc prendre des bouchées doubles puis s'assurer peut-être aller chercher un niveau de plus là, dans son jeu. Hamilton, quatrième, on va en parler, on en parle depuis un petit bout, mais c'était son dernier Grand Prix chez Mercedes. C'est tout un événement quand même. C'est Mhm. l'association la plus prolifique dans l'histoire de la Formule 1. C'est quand même 8 championnats des constructeurs, c'est pas rien. 6 championnats des pilotes pour Lewis Hamilton, c'est 7 au total lorsqu'on considère celui de Nico Rosberg aussi à ce moment-là où Mhm. ce que Verstappen, où ce que Hamilton avait terminé vice-champion. Donc c'est très, très gros. C'est une grosse page qu'on tourne. C'est aussi un peu avant son temps la page de l'ère hybride. Hamilton qui est arrivé à une saison avant, si je me rappelle bien, avant qu'on tourne justement à cette ère hybride-là. C'était au Mhm. début que Mercedes était revenu en F1, était revenu en 2010, donc on avait seulement quelques saisons sous la cravate. Donc c'est vraiment une autre époque, là. Ça va faire très, très drôle de le voir en rouge. Et juste de dire aujourd'hui que c'était sa dernière course à bord d'une Mercedes, déjà ça, c'était un peu surnaturel là, de regarder ça, là. Ouais, c'est ça, c'est des moments qui nous marquent. Puis c'est une page d'histoire qui se tourne et tout parce que j'ai connu Hamilton chez McLaren et là, je me suis dit auparavant, lorsqu'il a signé son contrat chez Mercedes, pratiquement tout le monde, toute la planète F1 s'est dit, est-ce que c'est le bon choix? Ouais. Est-ce Même que son c'est le bon père. choix? Son Exactement. père, il remettait en question cette décision-là. Ouais. Puis finalement, oui, ça a été le bon choix. Et bien aidé par un certain Niki Lauda, qu'il faut s'en rappeler, qui l'a beaucoup motivé, qui l'a aidé à signer chez Mercedes. Donc, c'est une association extrêmement prolifique, énormément de succès. Euh, Comme dans toute chose, ça se termine à un moment donné. On était rendu à la fin. J'ai hâte de voir la suite des choses pour Hamilton. Est-ce qu'il peut rajouter un autre championnat à son palmarès? Ça reste à voir, bien évidemment. Euh, c'est quand même incroyable parce que c'est des moments marquants. C'est comme Martin, lorsqu'on a vu le parcours de fin, à la fin de la carrière de Michael Schumacher en 2006, quand il a terminé sa carrière chez Ferrari, et il revient en 2010 chez Mercedes. J'ai eu de la misère à me figurer Michael Schumacher en gris. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on va voir Lewis Hamilton en rouge. Donc, c'est une toute autre situation, mais j'ai vraiment hâte de voir. Je suis sûr qu'Hamilton va être motivé, il va être rempli d'énergie, il va avoir toute la meilleure volonté pour faire les meilleures performances et tout. Mais reste à voir le changement, la transition entre Mercedes et Ferrari. C'est pas du tout pareil. C'est un environnement qui est totalement différent. Donc, à voir en temps et lieu. Mais sur ce, il faut dire, avec toutes ces années, bravo Lewis avec Mercedes, même si c'est peut-être pas la saison qu'on aurait souhaité avoir avec sa position finale au classement. Faut souligner aussi, c'est que c'est la fin de l'association avec l'écurie Mercedes, mais c'est aussi la fin de l'association avec le motoriste Mercedes, puisque Lewis Mhm, ben Hamilton oui. n'a jamais piloté un moteur autre que Mercedes en F1. Donc, ça va Mhm, être la première fois qu'il va pouvoir entendre le moteur italien ronronner. Il l'a déjà entendu, mais jamais pendant qu'il a le volant entre ses mains. mhm, Donc, à ce moment-là, ça aussi, là, c'est, tu sais, puis quand on parle de partenariat, là, les gens vont aller jusqu'à dire, ah oui, en 2007, lorsqu'il est arrivé, non, Lewis Hamilton était sous contrat avec Mercedes depuis qu'il avait 13 ans. mhm. Donc, il est rendu à 39 ans. C'est tout, il y a rien de comparable à ça dans l'histoire de la Formule 1, dans l'histoire du sport automobile. Puis j'ai même envie de m'aventurer, puis je pense pas que je vais trop loin en disant dans l'histoire du sport professionnel des contrats, là, imaginez là, une équipe de football, une équipe de, tu sais, de football, là, je dis football pour les Européens, mais je pense qu'on appelle ça football américain, soccer ici, whatever. Après ça, hockey, imaginez là, un athlète qui est sous contrat avec la même équipe à partir qu'il a 13 ans, aller jusqu'à temps qu'il a 39 ans. Ça n'existe pas, ça, là. C'est incroyable de penser ça, qu'il était à sa préadolescence, puis maintenant il arrive à la quarantaine, puis il va quitter pour la première fois le navire Mercedes. Donc, ouais, c'est tout un événement. Parlant de tout événement, ben, il fallait qu'il fasse toute une remontée aujourd'hui. Là. Il y avait tout un défi. Et
il se battait d'une certaine façon pour l'honneur, là, on va le mettre entre parenthèses, là, quand même septuple champion du monde, là, je pense que de l'honneur, il y en a. Sauf que il voulait protéger quand même, finir en avant dans les points, pas pour cette saison, mais dans le total. Les deux étaient à 685 points depuis l'association Russell-Hamilton. Finalement, Hamilton réussit à dépasser George Russell dans le dernier tour, là, rendu à la fin, finir quatrième, partait très loin. Donc, ça a été une très belle course pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'il a été ton pilote de la journée, Lewis Hamilton? Ou c'est Charles Leclerc? Les deux ont mon vote, mais personnellement, juste pour avoir été, tout ça a été lancé un petit peu plus loin et tout, pour avoir saisi, Hamilton a saisi les opportunités, mais une petite préférence pour Charles Leclerc. Ah, OK. Je pensais que t'allais dire Hamilton à cause de toute la situation. Non, non, non. Une petite Je préférence suis pour surpris. Leclerc. Ouais, ouais, ben oui. C'est bon. Moi, je suis allé avec Hamilton aujourd'hui je me suis laissé avoir avec le fait que c'est sa dernière course. Il y avait une pression, on remonte. C'est symbolique aussi, dépasse son coéquipier Mm. à la fin. Il y a eu des moments difficiles dans les dernières semaines. Donc, pour moi, c'est être mon pilote de la journée. Tu as fait un super texte euh, de mon de ma propre opinion et de celle des auditeurs aussi. On avait discuté de ça quant à l'idée de faire quelque chose pour tous les pilotes qui quittaient, ceux qui nous quittent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, Mhm. pour reprendre les phrases de Jean-Pierre Ferland de mémoire. C'est lui qui avait écrit cette chanson-là qui a été aussi chantée par Ginette Renault. Ben, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, il y en a qui s'en vont pas très loin, ils changent d'écurie, ils changent de couleur. On l'a nommé justement qu'à Hamilton. Puis il y en a d'autres que eux, ils s'en vont pour peut-être toujours. C'est très dur de revenir en F1 quoi qu'on l'a déjà vu. Et puis, il y en a que, justement, ils changent d'écurie. Donc, je voulais faire une petite tournée avec toi, là, rapide, là, puisque ça a été écrit. Si les gens n'ont pas eu la chance de lire ça sur la page Facebook du F1 Podcast, ça vaut la peine, là. Tout est détaillé un par un. Valtteri Bottas, c'est la fin. Mhm. Je crois pas qu'on va le revoir. Probablement pilote de réserve chez Mercedes l'an prochain, retourne au bercail, mais ce serait très peu probable qu'on le voit prendre le volant, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, un, un accident, on ne sait jamais, quelqu'un de malade, des crises d'appendicite, c'est rendu la mode en F1 à ce moment-là, mais on ne devrait pas le revoir dans un volant régulier. Moi, je me trompe, peut-être que tu partages la même opinion. Euh, Ouais. Ocon, lui, était déjà parti. C'est pour ça que tu l'inclus quand même dans ton article, mais il était Mhm. déjà parti. Il s'en va chez Haas. Ensuite, Guan Yu Zhou, c'est la fin. La fin, Ouais. probablement pilote de réserve chez McLaren chez Ferrari. Rumeur que peut-être chez Red Bull. J'y crois un peu moins à celle-là, mais on ne sait jamais. Peut-être Mhm. qu'on aime l'apport financier qu'il pourrait apporter. Ensuite, on a Magnussen. Pour moi, c'est la fin. C'est déjà trouvé un emploi chez BMW. Je pense que tu l'avais prédit ou c'était François Goulet qui nous avait mentionné qu'il probablement irait rejoindre son père. Hein? C'est pas mal ça qui arrive. Je pense que ça va rejoindre une série où ce que son père est déjà. Je crois que c'est François parce que j'ai vu la nouvelle, j'ai fait Oh, Kevin Magnussen se trouve un petit volant chez BMW en LMDH. Donc, Ouais, je crois que ça vient je crois que ça vient de François, ouais. ouais, je suis pas mal sûr que ça vient de François dans ces séries-là. Tout ça, il était quand même très familier avec ça. À part de ça, j'ai l'impression que je suis en train d'en oublier. Ben, Hülkenberg, on l'a déjà dit en début d'épisode, comme quoi il transfère l'année prochaine chez Stack Sauber. À part de ça, c'est quoi que je suis en train d'oublier? Magnussen, je l'ai dit. Euh, Franco Ben Colapinto, oui, mon qui. cher Franco Ouais. Colapinto. Ben pour moi, c'est pas un adieu. Pour moi, c'est certain qu'il va revenir. Non. Tu veux-tu élaborer un petit peu rapidement sur ce que tu penses qui pourrait arriver pour lui dans le futur? Parce que Red Bull, c'est Ben, hors ben, de question là, pour l'instant. mhm. Il sera pas là, là. Écoute, Martin, on a quand même des discussions. On a vu dans les derniers temps Colapinto avec un certain monsieur Flavio Briatore, qui est chez Alpine. Euh, Ce qui en est, en fait, c'est que Jack Doohan, qui faisait son premier Grand Prix à Abu Dhabi, c'est un test. Dans le fond, c'est pour voir comment il va être. Et c'est sûr qu'il va débuter la saison 2025. Ça, c'est fait. Il va commencer sa saison 2025. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si Doohan ne performe pas au niveau souhaité, si les performances ne sont pas au rendez-vous, s'il est trop loin de son coéquipier Pierre Gasly, j'ai l'impression, c'est mon avis très personnel, qu'un certain Franco Colapinto pourrait prendre la place de Douane. On ne souhaite pas de malheur à personne, on ne souhaite pas de malheur à Jack Douane, loin de là. Mais si Franco Colapinto reviendrait en F1, je ne crois pas que ça serait chez Williams. Parce qu'il faut mettre ça en perspective. Il y a très peu de chances que Williams laisse aller un pilote entre Saints Exact. et Albon, à moins que Saints reçoit le fameux coup de téléphone qui l'attend d'une écurie de Oui. premier plan pour quitter, mais il est quand même Mhm. là pour au moins une saison minimum, pratiquement deux là, selon les termes sur son contrat. Donc, Colapinto Mhm. n'a rien à gagner à attendre chez Williams. Non, Donc, c'est ça. s'il y a un Donc, autre c'est offre pour ça.
C'est ça. Puis on Ouais, a c'est dit ça. qu'on l'a pas considéré chez Stack aussi. Tu sais, il y avait des rumeurs à un moment donné qui avaient été C'est ça. considérées chez Stack. Finalement, Mhm. supposément que c'est pas vrai. Donc, c'est sûr que aussitôt que le téléphone va sonner, Colapinto risque d'y aller en courant pour rester en F1, que ce soit début de saison ou à la fin de la saison prochaine, 2026 aussi, il y a d'autres pilotes qui vont être libérés de leur contrat ou qu'ils vont avoir des contrats qui vont terminer. Parlant d'être libérés de contrat, Sergio Perez, Mhm. pour la première fois, à moins que je ne m'abuse, moi je l'ai jamais entendu dire ça, qui parle ouvertement qu'il y a des négociations pour mettre fin à son entente chez Red Bull. À toutes les fois que c'est venu sur la question, il a dit, oh non, je vais être là l'an prochain, je vais être là l'an prochain, je vais être là l'an prochain, je vais être là l'an prochain. Mais là, il a dit, on parle pour s'entendre. J'ai un contrat l'an prochain, mais on parle pour s'entendre, pour emmener à une entente. Pour les gens qui se posent la question, je l'ai eu la question déjà, c'est pour ça que j'en parle. On dit, ah ouais, mais on avait une clause pour le libérer. Tu avais raison qu'on avait une clause pour le libérer, sauf que son contrat n'est pas commencé. Alors, la défense, là, du côté point de vue juridique, parce qu'il y a des avocats qui sont mêlés à ça, il y a des agents et tout ça, point de vue juridique, on peut très bien se défendre à dire à Red Bull, ben oui, il ne rencontre pas les exigences, sauf que l'année n'est pas commencée. Fait que, oui, il a fait 0 point, mais Max Verstappen en a fait 0 en 2025 encore. On n'a pas roulé. Mhm. Et qu'à ce moment-là, vous voulez briser un contrat en disant qu'il ne rencontre pas les exigences, mais il n'a même pas eu la chance de piloter dans cette saison-là encore. On le sait, là. On sait qu'il ne rencontrera Ouais. probablement pas les exigences. Ça fait assez longtemps qu'il ne les rencontre pas. Sauf que vous comprenez où je veux en venir, là, sur la petite ligne, la petite virgule, le petit tréma dans un contrat. Je comprends, là, ce point-là. Et à la place de Perez, où il y a énormément de millions de dollars qui sont en jeu, je ferais la même chose. Ben là, tu me dis que je rencontre pas les performances, j'ai même pas commencé ma saison. Je l'ai même pas commencé, mon nouveau contrat, puis tu veux le briser. Donc là, c'est ce qu'on négocie. Pour moi, c'est une formalité. Ce contrat-là va être brisé, à moins d'une grande surprise. Il va être brisé prochainement. On le dit, Perez a dit on va le savoir cette semaine ou dans très, très bientôt. Ton côté, toi, c'est la fin pour Perez aussi. À mon avis, oui. Red Bull ne peut pas se permettre, s'ils veulent continuer à jouer pour les championnats, d'avoir un pilote qui performe aussi peu que Sergio Perez. Comme tu as dit, Martin, c'est la première fois qu'il tend à aller dans un autre discours que celui qu'il tenait d'habitude après le Grand Prix, là. Donc, il y a matière à ce que ce pilote-là ne soit pas au volant de la Red Bull au début de la saison 2025. Là, qui va être le coéquipier de Max Verstappen? On verra en temps et lieu. Évidemment, on pense à Tsunoda, on pense à Lawson. Attendons de voir. Mais j'ai l'impression que Sergio Perez a probablement vécu sa dernière course chez Red Bull. Puis peut-être en F1. Et peut-être, ouais. À moins qu'on tente l'expérience chez Cadillac à cause qu'il est mexicain. On sait que le marché mexicain pour le domaine de l'automobile Mhm. américain, c'est un marché très intéressant. Est-ce qu'on va vouloir aller là? Tu sais, j'étais loin encore 2026, donc je vois pas tout de suite dans cette ligne-là. Je suis pas prêt à le compter qu'il sera plus en F1, sauf qu'il soit plus chez Red Bull. Pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs vies, on l'a dit à plusieurs reprises, mais pour moi, c'est Mhm. terminé là. Il sera pas de retour, surtout avec ce qu'il vient de dire. Pour les gens aussi, dans la question, ça vient souvent, oui, mais Perez est payant. Vous avez raison que Perez est un pilote très payant, sauf que en terminant troisième, il a quand même coûté énormément d'argent à l'écurie. Donc, oui, ce qu'il apporte vient juste compenser pour la perte qu'on a eue au championnat des constructeurs. Donc, la meilleure façon de vous l'illustrer, c'est qu'avant, on était capable d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais là, on a perdu le beurre. Fait que Mhm. c'est que c'est quand même une perte à la longue. C'est pas une aussi grande perte que si Perez apportait pas d'argent, sauf qu'avant, on était capable de se contenter des deux, et là, on peut plus le faire. C'est plus une situation où on peut faire ça. Donc, il faut réagir. On a pris, on a misé gros à la mi-saison de pas vouloir le remporter. Ça a coûté le championnat, sans aucun doute. Puis si on avait assis quelqu'un d'autre, il n'a pas répondu aux attentes en début de saison, puis encore moins répondu aux attentes dans la deuxième partie. Et ça a coûté un championnat du côté de Red Bull. Euh, c'est terminé, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, Kevin. Le prochain épisode, je le disais vendredi, on va se réunir pour le bilan, on va donner nos bulletins Mhm. avec des notes de A+, à C-, à tous les pilotes, les 20 pilotes qui forment la grille présentement. Mais en terminant pour cet épisode-là, je voulais te remercier et je voulais te souhaiter aussi une excellente semaine en attendant qu'on se reparle le vendredi pour jouer au professeur d'école. Ben, ça me fait un grand plaisir, Martin. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 9 décembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre bilan de la saison 2024. Au cours de cet épisode, il sera temps de remettre les bulletins aux 10 écuries ainsi qu'aux 20 pilotes. Entre-temps, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram.
à nous suivre aussi sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.